La première invitée nous revient au Québec après de longs mois d'absence avec deux nouveautés, un CD, un DVD enregistrés tous les deux à l'Olympia de Paris live. On accueille avec grand plaisir Lara Fabian. Oh! Bonsoir. Bonsoir. Ce qu'on appelle un accueil chaleureux, je Oui. Tu as ta tribu avec toi. Je suis oui, toujours touchée par ça. Ma recherchiste me disait Oui. qu'il arrive souvent en entrevue lorsque tu viens nous voir, soit ici à l'époque au Point J, au Grand Blond ou à Merci Bonsoir, que tes parents te suivent. Est-ce que c'est le cas ce soir? Non, c'est pas le cas Non? malheureusement. Ils sont à la maison de l'autre côté de l'océan. Mais, Bien. Est-ce que, je sais que tu es en spectacle bientôt à Montréal parce que, je le disais en te présentant, deux produits qui sont en fait le même, Oui. un en audio, un en DVD, enregistré à l'Olympia. C'est un spectacle, je pense, qui est du Lara Fabian, mais un petit peu épuré. Est-ce que c'est ça. Oui. Exactement. Voilà, un violoncelle, un piano, puis quelques cordes en seconde partie. On était 5 sur scène avec Pierre Grimard qui m'accompagne au piano et puis 4 un violoncelle, un violon alto, une violoncelliste. Je l'ai dit ça déjà, j'étais en train de me mêler. Bref, ils étaient 4. Et effectivement, c'est tout le répertoire que les gens connaissent. On a travaillé de façon beaucoup plus sobre, avec certaines chansons qui ont ponctué ma vie et que j'aime particulièrement pour des raisons un peu spéciales et que j'ai décidé de réintégrer dans le spectacle. En plus, j'avais écrit des monologues avec Lewis Furet qui avait mis en scène. OK. Donc voilà, c'était un concept un peu plus théâtral, un peu plus joué, on va dire, un peu plus où je me suis servi de temps en temps de certains désirs de comédienne ou d'actrice. Pour raconter des histoires au travers de toutes ces chansons. Et ce désir d'épuration-là, est-ce que c'était depuis un certain temps que tu désirais faire ça un petit peu plus simple ou si c'est venu... Comment ça s'est présenté? Un peu des deux. Je te dirais qu'il y a simplement eu un moment, j'ai eu simplement envie de retourner chanter. Et tu ne te poses pas la question quand tu chantes, quand c'est vraiment un instinct très naturel, tu ne te poses pas la question de savoir entouré de quoi ou comment tu chantes. Comme dit mon professeur de chant, qui est une merveille, elle dit ça chante. Et quand ça chante, tu n'as pas forcément besoin d'artifices très complexes. Par contre, ça s'étudie un petit peu quand même, ça se monte, on va dire. Et c'est ce qu'on a fait pendant 3-4 mois, on a travaillé d'arrache-pied pour le mettre en place. Et au départ, ça ne devait être ni un album, ni un DVD. C'était simplement un spectacle. On a commencé par 2 soirs au Casino de Paris. Et finalement, c'est devenu 2 semaines, 2 mois, 4 mois, et puis l'Olympia. Et on a eu envie de garder une trace de ce moment-là. Donc, si tu veux, c'était un heureux accident, on va dire. Mais ce n'était pas forcément pensé pour que ça devienne à la fois de l'image et du son. Oui, le succès a fait en sorte que tu as dit, faisons-en quelque chose de le public, plus en gros. fait. Oui, absolument. Parlons maintenant du côté anglophone. Je sais que tu prépares pour éventuellement, dans une année relativement rapprochée, un deuxième album en anglais. Oui. T'écris des chansons en français. Est-ce qu'en anglais, c'est le même? Oui. Oui, beaucoup. Pas tout, parce qu'il y a parfois des choses qui t'arrivent qui sont magnifiques, qui ne sont pas les mots que tu aurais employés ou dit. Et qui, voilà. Et puis, bon, mélodiquement aussi, j'ai toujours écrit certaines mélodies des chansons que les gens connaissent de moi. Et là aussi, en anglais, j'ai eu la possibilité d'écrire à la fois des mélodies et des textes. Oui. Et ça m'a permis d'avoir un album très organique. Je te dirais pas dans la veine, dans toute intimité, mais en tout cas, certaines pièces, 5 en particulier, se rapprochent très fort de ce côté plus musical, instrumentiste, on va dire, où la voix devient un instrument et pas forcément la voix qui traverse une track. OK. Qui parfois était la tendance. Généralement, les Américains avaient tendance à vouloir faire en sorte qu'une fille qui chante toujours au travers de la musique. Oui. Alors que tu apprends en grandissant, je veux dire en vieillissant. Mais c'est un peu ça, que la voix peut être un instrument, aussi bien simplement une voix. Par rapport à ça, on avait Garou avec nous cet automne, qui lui aussi songe à faire une percée américaine, une percée anglophone. Et il a comme mis un petit frein là-dessus temporairement, en disant qu'il avait l'impression que depuis le 11 septembre, les Américains étaient beaucoup plus protectionnistes, dans le sens qu'ils étaient un petit peu moins ouverts aux nouveautés extérieures, francophones, en fait, d'autres langues. Est-ce que tu... Je te dirais qu'effectivement, ils prennent peut-être un peu moins de risques. Ouais. Ils ont une manière peut-être plus conservatrice
Ils ont toujours été assez conservateurs, Oui. mais là, je dirais qu'ils ont poussé ça un petit peu à l'extrême. Ceci dit, ce qui n'est pas évident peut parfois être original et peut parfois amener un vent de fraîcheur. Donc je pense que Garou en particulier peut représenter ce genre de chanteur-là qu'ils n'ont pas du tout aux États-Unis. Et enfin, moi, j'ai hâte de l'entendre en anglais, en tout cas. Donc même s'ils sont conservateurs, je pense que quand on a un petit quelque chose qui diffère, il ne faut pas hésiter à essayer d'y aller, mais pour être soi, par exemple. Oui. C'est-à-dire que si tu vas dans l'esprit de coller à leur identité, à leur manière de voir les choses, ça n'apportera pas grand-chose, ni à l'artiste, ni au public. Tandis qu'en restant soi, je pense qu'on a plus de chance. Parlons cinéma, parce que tu seras au cinéma bientôt. Je vais prendre mon petit carton, une comédie musicale, The Lovely. The Lovely. Alors, Oui. c'est l'histoire de la vie de Cole Porter. Oui, les gens ne connaissent peut-être pas Cole Porter, mais c'est un compositeur remarquable. Oui. Frank Sinatra lui doit Oui. beaucoup. Voilà. Et c'est un pionnier de la musique. Et dans ces années-là, il a inventé le concept big band, le concept musique de crooner, on va dire, les plus belles mélodies que les gens connaissent presque tous. On chantonne 2-3 mélodies de Cole Porter, tout le monde dit « Ah bon, c'est lui qui écrivait ça ?» Et ils ont fait appel à beaucoup de chanteurs dans ce film. Il y a Natalie Cole, Sheryl Crow, Robbie Williams, il y a Elvis Costello, il y a Diana Krall qui va être là aussi. Et puis, je fais partie du cast musical. Oui. Et donc, on a tous chanté une chanson de Cole. Et en plus, moi, j'ai eu la chance de jouer un petit rôle. Je joue le rôle de Patricia Morrison, qui était sa muse. Et bon, je donne la réplique à Kevin. Mais vraiment, j'en parle très peu de cette histoire parce qu'à mon avis, si on va me voir 20 secondes, ça va être beaucoup. Okay. Je chante, c'est sûr. Mais en dehors de ça, le rôle que j'ai pu tenir et la réplique que j'ai pu donner, c'est vraiment tout petit. C'est un caméo. Et c'est arrivé comment, cette offre-là? Mais écoute, au départ, je devais chanter. Puis le réalisateur, qui est Irwin Winkler, qui avait fait les Rocky et les Goodfellas et ces films-là, me voit en cam, puis il vient me voir et me dit « Écoute, est-ce que ça te tenterait de danser et puis aussi de donner la réplique? Et tu ressembles à Patricia Morrison. » Je dis bon, mais pourquoi pas. Donc on a essayé. Puis tu sais, pour 20 secondes, à mon avis, on a eu 6 jours de travail pour peut-être 20 ou 30 secondes au final. Donc j'ai fait l'essai, puis Kevin Kline était content, puis ils l'ont gardé. Alors voilà. Et comment tu te sens par rapport à ce médium-là, le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui était un rêve? Est-ce que ça arrive comme un bonus? Oui, ou ça arrive comme un bonus. C'est sûr que ça m'intéresserait parce que c'est extraordinairement confortable de sortir un peu de soi, d'arrêter d'être... Tu sais, quand on fait ce métier-là et qu'on est toujours devant les caméras, il y a un moment où tu es tellement branché sur toi, c'est un peu... Tu viens un peu fatigué. Tu sais. Oui. Et c'est le fun de pouvoir être juste quelqu'un d'autre, l'espace d'un rôle, t'imprégner de ton expérience, de qui tu es et à la fois sortir de toi un peu, tu sais, sortir de... Oui. Est-ce que ça correspond aussi à, tu disais qu'il y avait plus d'acting dans ton spectacle actuel, ça tombe au bon moment? Oui, c'était une volonté théâtrale, puis j'ai eu quelques offres et au théâtre et au cinéma pour la suite dans ma vie, donc c'est plutôt chouette parce que c'est vraiment ce que je souhaitais. Bien. On va faire un petit jeu avec toi qui s'appelle « C'est quoi la question? » C'est très simple, ma chère Laura. Je te rappelle de Géopardy alors que des réponses vont apparaître à l'écran et tu trouves la question qui correspond à la réponse. Et tout ça a comme thème toi, ta personne, ta carrière, ta vie. Donc en théorie, c'est des questions qui vont être très faciles à répondre. Ma vie, mon œuvre. Absolument. Alors tout de suite, voir la première réponse. La réponse est en toute intimité. Quelle serait la question qui correspond à cette réponse-là? Elle a sorti un dernier album. Quel en est le titre? Vérifions, Lara, quelle est la question. Dans quelles conditions, moi, François Morancy, je porte des sous-vêtements féminins? C'est en toute intimité. C'est presque ça. La réponse nue. Quelle est la question qui correspond? De temps en temps dans sa vie et un titre d'album. Un titre d'album. Voyons la question. De quelle façon souhaiterais-tu faire l'entrevue avec moi? Malheureusement, c'est nu. Je sais pas. La réponse suivante, papillon. J'en ai un sous l'abat-jour de temps en temps. C'est-à-dire, tu connais l'expression avoir un papillon sous l'abat-jour? Ça veut dire être un peu... Je suis pas sûr. Quelle est la question qu'on a pour papillon? Nomme-moi quelque chose qui finit souvent écrasé dans un pare-brise. Malheureusement, c'est papillon. La réponse est pure. En toute humilité, un peu dans ma personnalité, et puis un titre d'album aussi. Un titre d'album? Ah, ben vérifions, Lara. Comment les musiciens de Merci Bonsoir boivent-ils leur vodka avant l'émission? On souligne qu'ils arrêtent de fumer, en passant. Réponse, Miss France. Dans une autre vie. Mais voyons, la question... Qui ne réussira jamais la dictée de Bernard Pivot? C'est Miss France, malheureusement. Tout!
Oui. Un titre de chanson. Un titre de chanson connu. De Lara? Possible. Vérifiant. Qu'est-ce qu'Éric Tolin mange quand il va dans un buffet? Il mange tout, absolument. Éric, que tu connais très bien. C'est mon ami. C'est ton ami et vous êtes connus il y a un certain nombre d'années. 12 ans. Oui, absolument. Ma Ouais. face d'ampoule. Quoi? C'est parce que j'ai un écouteur, sinon je m'en ai Écoute, François, il y a une anecdote qu'il faut. d'ampoule. Moi, une face d'ampoule. Regarde, moi, Absolument. s'allume, mais s'éteint, s'allume, mais s'éteint, s'allume. C'est ça. Tu vois? On a une petite anecdote, c'est quand il y avait une bougie, puis qu'il me faisait mourir de rire avec ça, puis je lui demandais, dis-moi donc quelque chose de drôle, puis éteins la bougie, puis il me faisait, pardon! Puis avec le fille, il éteignait la bougie, écoute. Parce qu'encore 15 fallait être long. ans Oui, plus tard, j'imagine. 15 ans plus tard, ça me Bouffon. fait. On a une dernière question, ma Oui. chère Lara. La réponse est « Je suis malade ». Oui, de ce temps-là, ça m'arrive. Et un titre de chanson? C'est des chansons de Lara et Serge Lamont? Mais vérifions la question qui correspond. Qu'est-ce qu'Éric dit en sortant d'un buffet? Je suis malade. Merci, Pat Zampoul. C'est dans mon char. Lara, tu restes avec nous parce que tu chantes plus tard avec ton guitariste Danny Ranallo la pièce Bambina, extrait de ce CD Oui. et de ce DVD, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Puis on Merci se à reprend tout toi. à l'heure pour ta chanson. Merci à Merci toi. à toi. On s'en va à la pause. Au retour, cette dame chante et Guylaine Tremblay en entrevue. Vous restez là.